Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show, prière et témoignages, dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, à 5h30 tout le matin, du lundi au vendredi, on partage une exhortation biblique présentée par le pasteur Amadou, suivi d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kabibi. Donc, merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors, sans plus tarder, on va passer au témoignage du jour. C'est notre maman de la team qui n'hésite pas à venir témoigner, glorifier la gloire de Dieu dans sa vie, les miracles qu'elle a vécus. Alors, c'est une maman kenyenne de mère et Moulouba de père. Son papa est allé faire des études aux États-Unis où il avait rencontré une femme du Kenya. Ils ont décidé de se mettre ensemble, ils se sont mariés. Il a pris la femme du Kenya, il l'a ramenée au Congo, elle est devenue Moulouba. Donc, avec cette maman-là, ils ont eu plusieurs enfants. Ils étaient très, très bourgeois. Ils avaient fait des grandes études tous les deux. Donc, son papa, vraiment, il gagnait trop bien sa vie. Et du coup, il a protégé sa Kenyenne. Il a laissé à la maison. Toi, reste là, bouffe mon argent. Donc, ils ont bien grandi. Et ils allaient vraiment au Kenya, pas en vacances, mais dans la famille des mamans. Donc, ils ont beaucoup voyagé avec leur mère. Dans l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, partout là-bas, ils sont partis, se sont bien baladés. Donc, notre maman, elle était très ambitieuse. Et très jeune, à l'âge de 12 ans, quand tout commence, elle dit un jour, c'était 3 heures du matin. Elle dormait. Elle a senti quelque chose, on dirait quelque chose qui est venu donc comme un cauchemar. Elle a commencé à crier, elle a couru. Elle a dit chez eux, c'était à la Gombe, au centre-ville, dans une villa. Ils avaient une très grande maison. Donc, courir de sa chambre jusqu'à la chambre des parents, en temps normal, ça peut te prendre 1 minute, mais c'est dans la maison. C'est long, 1 minute de cause, c'est long quand tu as 12 ans. Ils avaient une très grande maison, donc la chambre des parents à l'autre extrémité. À 12 ans là, dans le noir, c'était autour des 3 heures. Donc, elle n'a pas compris, comme des esprits, comme quelque chose qui la suivait. Elle est sortie de sa chambre, elle a commencé à courir, elle criait. Donc, elle, dans sa tête, elle ne sait pas si elle criait, si elle rêvait ou quoi, mais elle sait qu'elle s'est retrouvée à la chambre des parents. Son papa était déjà réveillé parce qu'elle avait crié, en fait. Le papa dit, c'est quoi? Oh, j'étouffe. Son papa l'a fait entrer seulement dans leur chambre. Il a ouvert la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, il a mis sa tête à la fenêtre. Elle dit, tu vois un peu les maisons d'avant là. Il y avait les barres là, les barres de sécurité là, les barres barbelées ou je sais pas quoi, pas les fils barbelés. On mettait des grilles après la vitre. Donc son papa a mis la tête dans la grille là-bas pour qu'elle respire. Mais elle ne sait pas c'était quoi. C'était à l'âge de 12 ans. Donc ça se passe les matins. Mais toi, c'était quoi? Tu as fait des cauchemars, c'est quoi? Vous regardez n'importe quoi à la télé. Le papa a grondé. Ah, la maman n'a rien dit. Bon, c'est passé. Chez eux, c'était des catholiques. La maman, c'était une bonne croyante catholique qui allait à l'église là-bas à Saint-Pierre et tout ça. Donc, la vie normale. Donc, ils évoluent comme ça c'est à 12 ans. Ça l'avait marqué quand même. À 13 ans et demi, elle s'est réveillée à 4h50. 4h50, comme ça, elle va aller se laver, elle utilise la douche. Son petit frère à 5h45. Donc, on commençait par les grands, hein, du plus grand au plus petit, pour la salle de bain, pour des enfants. Comme ça, vous ne vous battez pas, fais vite, ça. Non, 4h50. Donc, 5h moins 10. Elle se réveille, elle part, elle se lave. Après, c'est son petit frère, 5h45. Après, sa petite soeur et tout. Donc, cette période-là, elle avait du mal à se réveiller. Du coup, elle dit à sa soeur, toi, comme tu aimes étudier la nuit, hein, comme ça, à 4h50, mets l'alarme ou comment, viens me réveiller. Sa petite soeur vient la réveiller. Quand sa petite soeur vient, elle la réveille. Elle lui dit, il est 4h50, hein, va te laver. Elle, au lieu de se lever, elle tombe par terre. Donc, elle sort du lit, hein, au lieu de marcher, elle tombe par terre. Elle dit à sa petite, hey, je suis tombée. Sa petite soeur, c'est 4h du matin. Ah, sa petite soeur est partie. Ça s'en foutait, quoi. Elle dit, moi, je t'ai déjà réveillé, si tu fais tes aventures, c'est ton problème. Elle dit, je suis tombée, je n'arrive pas à me lever. Sa petite soeur ne l'a pas levée, sa petite soeur est partie. Elle dit que oui, je suis restée par terre. Je n'arrivais plus à me lever, je n'arrivais plus à marcher. Je suis tombée par terre, je suis devenue paralysée, comme une paralysée, quoi.
Elle n'arrive plus à marcher, elle ne sent plus toute la partie inférieure de son corps. Elle a commencé à ramper, ramper, ramper. Elle a dit, c'est quand elle a su que tirer ton corps, ce n'est pas facile. Elle a rampé comme ça jusqu'à 5h25 par là, qu'elle arrive à arriver au couloir. Du coup, elle rencontre son petit frère, c'est des garçons. Il s'est lavé 10 minutes. Son petit frère sort de la douche, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais par terre? Tu ne t'es pas lavé? Parce que son petit frère a compris qu'elle ne s'est pas lavé, la douche était sec. Elle dit, je n'arrive pas à me lever, je n'arrive pas à marcher. Comment ça, tu n'arrives pas à marcher? Tu as fait comment? Elle dit, non, j'ai rampé jusqu'ici. Son petit frère court vite par appeler les parents. Les parents disent, c'est quoi, c'est quoi? Mets-toi debout, on part au salon. Elle n'arrive pas. Elle a dit, pour la porter. On a réveillé les cousins, les jeunes garçons. Ils sont venus la porter, ils l'ont amenée au salon. Donc, on la couche là-bas, sa maman est en panique, sa maman commence à parler, vous n'allez pas prendre mon enfant, pas mon enfant, je refuse et tout ça. Sa maman, elle a 13 ans, elle ne connaît pas les choses des sorcelleries, les choses des attaques et tout. La maman commence à parler, parler, parler en anglais, parler dans leur langue de Kenya et tout ça. Donc, elle observe, quoi, tranquille, il regarde, le papa dit, on doit attendre le matin pour aller chez le médecin. Donc, à 6h, 7h, le papa commence à appeler les médecins qui connaissent les connexions et tout. On l'amène chez un orthopédiste, un spécialiste directement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'enfant? On fait des examens, on branche les machines et tout. Ah, l'orthopédiste dit là que non, 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 elle a un problème. En tout cas, moi, je ne suis pas confiant avec cette histoire. Cet enfant aura beaucoup de problèmes. Elle a un problème si c'est des os, si c'est une anomalie, si c'est quoi, si c'est quoi. En tout cas, elle, on va la traiter, mais elle aura du mal. Le rythme auquel vont ces pieds-là, moi, je vois que cet enfant, on va lui amputer les pieds qu'elle va grandir. Le médecin dit ça, le spécialiste. Donc, on la traite, on lui donne des médicaments, des injections, on l'a shootée. Les pieds ont fonctionné. Ça, c'est quand elle avait 13 ans, on l'a mise en observation. Elle n'est pas partie à l'école pendant 4 mois. Elle est restée à la maison parce que les pieds, vraiment, il n'y a pas moyen, ça ne bougeait pas. Elle était très lourde. Elle a dit, j'étais jeune, j'étais petite, mais pour me porter Kabibi, j'étais très lourde, on dirait 5 personnes. Donc, ça se passe comme ça. Après, les pieds reviennent tout seuls. Hein? Les pieds reviennent tout seuls. Donc, elle grandit, elle n'a plus eu de problème des pieds. Mais l'orthopédiste, elle avait dit que, elle, vers les 17 ans, 18 ans, là, on va lui amputer les pieds. On va lui couper les pieds. OK. Donc, elle grandit, elle oublie. Elle a le bac, elle part faire une année administrative. Après, un jour, elle a dit, ah, j'étais seulement comme ça, j'ai eu l'idée de travailler. Elle a eu l'idée de travailler, elle a dit, moi, je parle déjà anglais, je parle français. Elle a dit, ah, comme je parle anglais ici au Congo, je vais aller travailler à l'ambassade des États-Unis. Elle dit, c'est les idées des enfants. Elle s'est levée le matin, elle s'est lavée, elle s'est sapée. Elle a dit qu'elle n'est pas chercher de travail à l'ambassade des États-Unis. Quand elle arrive, maintenant, à côté de l'ambassade, il y avait comme une autre ambassade. Elle se trompe pas, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle est comme en face de l'ambassade. Elle demande à un monsieur là qui est là-bas, c'est ce qui vend. Mais c'est ambassade des États-Unis, ah ouais, c'est ici l'ambassade des États-Unis. L'entrée, c'est ici. Il dit, oui, pourquoi? Tu veux aller aux États-Unis? Elle dit, non, moi, je cherche du travail. Le monsieur regarde, ah! Même quelqu'un comme toi peut aller travailler à l'ambassade des États-Unis. En tout cas, les Congolaises, vous êtes courageuses. Hein? Donc, toi, comme tu es là, tu vas aller travailler à l'ambassade. Donc, elle a dit, tu connais parole de découragement. Le monsieur là m'a tapé ça. Bah! On dit, quand on dit, il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Directement, le découragement est entré dans ma tête. Elle n'est plus allée. Donc, elle s'est sentie que quelqu'un comme moi peut vraiment aller à l'ambassade des États-Unis. Moi aussi, j'ai des trop gros rêves. Hein? Donc, elle a décidé de faire quoi? Elle est passée à l'ambassade qui est à côté. Elle est partie, donc, elle n'est plus allée déposer son CV. Elle est partie à l'ambassade qui est à côté. C'est un petit truc qui était à côté, un bureau qui était là-bas. Elle est partie postuler et on l'a prise. On l'a embauchée. Bon, elle a dit, bon, de toute façon, moi-même, j'allais partir chercher quoi? Parce que je parle seulement l'anglais du Kenya. Ah, donc je travaille ici. Maintenant, quand elle part travailler, pendant le 1 mois de travail, là, le premier mois qu'elle est en train de travailler, elle voit les gens entrer à l'ambassade des États-Unis, les gens sortent et tout ça. Elle demande, tous ces gens qui partent seulement en vacances et tout. Un jour, elle reste, elle est au travail, là, du travail de 1 mois. Elle a l'idée de dire, au lieu que j'aille à l'ambassade pour travailler, que j'aille demander les visas pour aller étudier aux États-Unis. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais avec les États-Unis. Elle a dit, je n'ai pas demandé les visas. Comme ça, je n'ai pas allé étudier aux États-Unis. Elle quitte seulement leur bureau, elle part, elle entre. Elle, le lendemain matin, quand elle vient, elle trouve la queue devant l'ambassade. Elle dit, hey, maintenant, pour aller étudier, il faut faire la queue. Elle demande au gardien là, oh, moi aussi, je vais aller aux États-Unis pour étudier. Il dit, elle fait seulement la queue là-bas.
Elle fait la queue, sans dossier, sans rien. Elle arrive à l'ambassade. Oui, bonjour, maman, vous êtes là pourquoi? Oh non, moi je suis là parce que je vais aller étudier aux États-Unis. Ah d'accord, vous avez ramené votre passeport, votre demande d'inscription? Elle dit non. Allez-y là-bas, allez prendre les formulaires, vous remplissez. Elle est partie, elle a rempli les formulaires, sans école, sans inscription, sans rien du tout. Elle a rempli, elle a terminé. Elle a déposé les dossiers. Donc, elle a fait la demande seulement là-bas dans l'ambassade. Elle a rempli les choses seulement là-bas que, oh, moi, je vais aller étudier et tout, et tout, et tout. Elle a laissé avec son passeport. On l'a appelé qu'elle vient prendre le visa. Elle a dit, moi, j'ai le visa des États-Unis, sans démarche, sans connexion, sans papa, sans inscription, sans argent, sans rien. Je suis partie seulement comme ça demander. Donc, c'était seulement comme mon temps. Dieu m'a mis à cœur que bon, c'est ton temps, hein, va là-bas. Pourtant, son papa avait beaucoup d'argent. Elle est partie demander seulement comme ça. On lui a donné les visas. Elle était très étonnée. Elle a dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas me donner les visas. Donc, elle savait que c'était l'aventure. On ne peut pas me donner les visas comme ça. Ça, c'est quelle histoire, ça? Et elle était devenue fière. Elle dit, on donne les visas des États-Unis. Elle rentre chez eux et dit à ses parents, bon, moi, comme je suis là, je pars aux États-Unis. Comment ça, tu pars aux États-Unis? Tu as quelqu'un là-bas? Elle dit, non, j'ai le visa. Tu as le visa? Qui t'a donné ça? Oh, j'étais partie demander. Ses parents n'en revenaient pas. Ils sont restés bouche bée. Ils se sont retrouvés avec un problème que l'enfant doit aller aux États-Unis. Mais tellement qu'eux-mêmes, ils ont étudié là-bas, ils ont choisi pour elle une ville. Donc, ils choisissent, on va dire peut-être New York. Ils choisissent New York. Tu vas aller là-bas, le papa cherche l'argent, on l'envoie à New York. Quand elle arrive aux États-Unis un jour, elle est en train de marcher comme ça. Elle a mal au pied. Et ça, c'est quoi encore? Elle se rappelle. Elle a déjà plus de 18 ans. Moi, le docteur du Congo, elle avait dit qu'on allait m'amputer du pied quand je serais grande. Elle a dit rien. Elle a dit, j'ai commencé à avoir mal. Mal. Elle dit, elle avait un problème. Elle avait, si c'est sa cheville qui sortait. En tout cas, je répète ce qu'elle m'a dit. Après, elle est anglophone, hein. Le français, c'est devenu compliqué. Elle dit, elle avait, sa cheville sortait. Moi, je n'ai pas compris la cheville sortait, c'est comment. Sa cheville allait de l'avant ou comment, donc elle avait très mal. Elle portait que des babouches. Elle a commencé à aller chercher les médecins. Quand elle part chez les médecins américains, on lui dit qu'on va l'amputer. Elle fuit. Elle part chez les médecins ici. Elle a dit, j'ai voyagé, je suis allée jusqu'à Boston. Elle est partie au Texas. Elle est partie partout. Elle a marché dans des grandes villes. On lui a dit qu'on va l'amputer. Ça l'a dépassé. Elle a fui comme ça 1 an. Elle a dit, j'avais mal, j'ai souffert, j'ai conduisé comme ça. Parce qu'elle travaille dans l'accueil à l'époque, hein, c'est à l'époque, elle travaillait dans l'accueil d'un grand magasin de construction. Grand magasin de construction des matériaux de construction. Donc, elle doit aller en voiture et tout. Elle est connue. Donc, elle fait tout, elle fait tout. Elle a un cousin qui est marié à une infirmière en Caroline du Nord. Donc, quand je suis en train de causer, tout le monde de la famille savait qu'elle cherchait un médecin. La femme là lui dit, ah, tu sais que moi à l'hôpital où je travaille avec un chirurgien. Mais le chirurgien là, il est très bon. On dit que c'est un bon chirurgien. Peut-être je peux aussi lui en parler pour voir s'il peut t'opérer et tout et tout. Parce qu'au lieu qu'on t'ampute, parce qu'elle avait dit, on ne va pas m'amputer. Elle est une vraie catholique. Donc elle priait, elle dit, on ne va pas m'amputer. Moi, on ne va pas m'amputer de la jambe. J'ai refusé. Parce qu'elle avait mal à la cheville. Au lieu de dire qu'on va prendre seulement le pied, on lui disait la jambe. Elle a dit, on ne va pas l'amputer de la jambe. Elle ne peut pas supporter ça. Donc, sa belle-sœur la met en contact avec le chirurgien. Donc, elle arrive chez ces docteurs-là, il examine et tout ça. Il dit, bon, moi, je ne vais pas te couper les pieds, mais je vais t'opérer. Je vais t'opérer, on va essayer un système là. En tout cas, on va d'abord opérer, essayer d'enlever quoi. Elle a dit capipi. On m'a opéré, c'était une opération grave. On lui a enlevé, elle m'a dit, il y avait des trucs comme des cheveux, comme des quoi. Elle a dit, c'est qu'elle avait, elle ne veut même pas se rappeler, c'était quoi. On lui a enlevé plein de trucs dans la cheville. On lui a montré ça. Le docteur lui a dit, c'était une opération très grave. Le docteur a même dépassé les temps. S'il devait opérer pendant 3 heures, il a fait peut-être 6 heures du temps. Il est arrivé chez lui en retard pour les dîners. Donc, il a raconté ça chez lui, à sa femme et à ses enfants. Quand il sort, il lui dit, ça s'est bien passé finalement. Mais en tout cas, toi, tu vas te mettre debout même dans 7 mois. 7 à 8 mois. Prends ton temps, relax, l'opération s'est bien passée, mais en tout cas, dans 7-8 mois, tu vas marcher. Le docteur est confiant, elle reste, on commence à lui donner les traitements, elle est à l'hôpital. Elle fait 2 semaines, on la sort de l'hôpital, on lui met un plâtre. Maintenant, le plâtre est là. Quand elle arrive seulement comme ça à la maison, le plâtre, on va dire, c'est le pied gauche. Le pied droit,
Ça a gonflé, c'est devenu 3 fois le pied gauche qu'on a opéré. Le plâtre là lui faisait mal, ça la mettait mal à l'aise. Donc elle appelle le médecin lui dit: reviens, 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 reviens. Reviens vite. Donc elle se dépêche, elle va à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, le médecin, elle lui dit: moi, ton plâtre là, il me met mal à l'aise et tout. Du coup, on lui a commandé un plâtre qui est comme une botte. Elle m'a dit: on appelle ça bout plâtre. Donc tu portes ça comme un botte et puis tu peux enlever. Donc on lui commande ça parce qu'elle a trop mal avec ce plâtre-là pour que ça dégonfle l'autre pied. Donc elle reste encore à l'hôpital peut-être 2-3 jours. On la ressort. Quand on la ressort, le docteur dit: on recommence à zéro parce qu'on a enlevé les plâtres. Donc tu vas faire maintenant 9 mois. Quand elle sort, elle rentre chez elle avec son bout là. Elle reste des semaines après, elle dit: ah, le bout ici, il est plus pratique et tout ça. Elle sent un peu la force, elle se met debout. Elle a commencé à marcher après 1 mois. Tellement qu'elle a marché après 1 mois et qu'elle avait son bout, elle a dit: ah, si je ne fais rien à la maison, je pars travailler. Donc, 1 mois et demi après l'opération, qu'elle devait faire 7 mois, elle a dit: Kabibi, Dieu existe, Dieu fait des miracles. Le docteur m'avait donné 7 à 8 mois. 1 mois et demi après, j'ai marché, j'ai repris le boulot. Comme mon travail, ça ne me demande pas beaucoup marcher, mais voilà, ça peut m'arriver d'être debout. J'ai repris le boulot. Elle part au boulot, elle commence à travailler comme ça. Elle fait peut-être 1 mois de travail. Un jour, elle voit le docteur, là, il est venu acheter. S'il construisait quoi chez lui? C'est un grand magasin. Il arrive, il la voit. Il dit: hein? Toi, tu es ici? Elle dit: oui. Il est avec sa fille. Il dit: c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit: oh, je travaille ici. Mais comment tu es arrivé ici? Elle a dit: ah, mais je marche. Toi, tu marches? Elle a dit: oui. Mais toi, tu ne peux pas marcher. Toi, tu dois marcher dans 7 à 8 mois. Elle a dit: ah, docteur, je ne sais pas, je vous avais dit que moi, je marche. Quand vous m'aviez dit, je vous avais dit que je ne voulais que personne ne m'opère de mes pieds, me couper la jambe, parce que moi, je sais qu'on ne doit pas m'amputer les jambes. Moi, j'ai un Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je marche. Le docteur était dépassé. Il a dit: non, 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 non. Toi, demain, il faut que tu passes au bureau. Toi, demain, tu viens au bureau. Donc, le lendemain, elle va chez le médecin. Quand elle arrive chez les médecins comme ça, il y a les patients, il y avait beaucoup de gens, les gens qui ont rendez-vous avec lui, c'est un spécialiste. Il lui dit, il écrit les dossiers qu'elle a marché et tout ça, c'est un miracle. Donc lui, le docteur, il voit ça, c'est un miracle par rapport à la médecine qui a évolué. Elle aussi, elle voit que c'est un miracle par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Et langage des sourds. Ça veut dire qu'il reste là, le docteur tape, 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 tape. Après, il sort dans l'accueil là où il y a les autres patients. Il dit: vous voyez la dame ici, je l'ai opérée, ça. Elle ne devait pas marcher parce que c'est un orthopédiste. En tout cas, je suis vraiment agréablement surpris et tout. C'est qu'on va faire. On va prendre une photo avec elle, avec sa permission. On va l'immortaliser ici. Elle dit: tu vois, moi, à l'hôpital, là, on m'a pris une photo avec mon histoire. Elle dit: elle a une photo exposée à l'hôpital en Caroline du Nord. Elle a une photo. Dans le bloc, là, elle a dit parce que son histoire avait dépassé le médecin. Et elle a marché comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus de problèmes. Ça, c'est quand elle venait d'arriver aux États-Unis. Notre maman qui nous a appelés aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle a 50 ans. Elle était partie aux États-Unis, elle venait de finir les études. Elle a marché, elle a dit jusqu'aujourd'hui, sa photo est là-bas. On a fait l'expérience avec son histoire, avec comme si. Donc, à partir de ce que le médecin avait fait, c'est devenu une expérience qu'on commence à pratiquer sur les gens, pendant que c'était un miracle. Donc, ça, c'était côté pied. Maintenant, côté ventre, quand elle est arrivée aux États-Unis comme ça, un matin seulement, elle se réveille, le ventre commence à lui faire mal. Le ventre lui fait mal, ça gonfle. Vous voyez un peu les gens d'attaque. Le ventre fait mal, le ventre fait mal, il n'y a plus moyen de travailler. Le ventre gonfle, le ventre devient dur. Oh, on a fait les examens de grossesse. Elle a dit: moi, je n'ai pas de mari, j'aurai la grossesse, ça viendra d'où? Elle a tellement mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Elle va chez le médecin. Le ventre gonfle, le ventre fait mal, le ventre gonfle. Ce n'est pas la grossesse. On part, on tape comme ça. Ce n'est pas les fibromes, ce n'est pas les myomes, non. Les médecins disent que, OK, on voit pas, on fait comme si, non, on va opérer. Elle a le ventre gonflé jusque-là. Quand le médecin vient pour opérer, elle fait ses prières des catholiques. Oh Dieu, vraiment, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tous les jours, le lit de l'hôpital, tous les jours, opération. C'était les pieds, maintenant c'est devenu le ventre. C'est quoi l'affaire ici? Après avoir prié, elle arrive, elle entre en salle d'op. Le médecin commence à opérer. Le médecin ouvre les ventres, elle est anesthésiée.
En plus, on a dit au médecin que quand vous l'opérez, il faut avoir l'anesthésiste à côté parce que elle, l'anesthésie qu'on lui avait mis là pour lui opérer des pieds, elle s'était endormie peut-être 2 jours. Donc, il faut faire très attention quand vous l'opérez. Donc, l'anesthésiste était prévenu, c'était beaucoup de précautions et tout. Le médecin l'opère. Quand il est en pleine opération comme ça, il se retourne, il veut si c'est bistouri, si c'est quoi, il demande quelque chose, ou il a causé, ou il a posé une question. Les médecins se retournent comme ça. Il n'y a plus rien à opérer. Le ventre est tombé. Pendant qu'il n'a rien enlevé, le ventre est tombé. Pendant qu'il n'a rien enlevé, le médecin n'a pas encore opéré, il n'a pas encore coupé, c'est pourquoi il avait ouvert le ventre. Les médecins regardent comme ça, disent, mais je viens de voir des choses ici. Le ventre est tombé, le ventre est devenu normal. Le ventre a disparu. Le médecin est resté bouche bée. L'anesthésiste n'a rien compris. On l'a laissé là-bas. On a fermé le ventre. On a collé. Le médecin dit, je ne vais pas coudre, je vais coller parce que je n'ai pas compris. J'ai ouvert le ventre pour opérer, je n'ai rien trouvé dedans. J'avais vu les choses que je voulais enlever. J'ai tourné, je retourne la tête, il n'y a plus rien. On la sort de l'opération. L'anesthésiste est très attentive parce qu'elle, on a dit, elle fait des jours sans se réveiller. On la met dans la chambre avec l'anesthésiste qui est très vigilante, qui vient, qui passe, qui repasse pour savoir comment ça se passe. La fille n'est pas morte et où c'est comment. Déjà, ils ont eu la surprise dans la salle d'op. À un moment, seulement, elle est couchée comme ça, elle se sent que, je me suis réveillée. Comme on se réveille à la maison, elle dit, je suis à l'hôpital. Oh là là, mince, je suis à l'hôpital. Donc, elle s'assoit, elle se rappelle qu'on l'a opérée. Elle s'assoit sur les lits et tout ça. Elle dit, merci Seigneur. Mon opération s'est bien passée. Elle s'assoit comme ça. À un moment, elle voit le médecin entre. Le médecin la voit, il veut crier. C'est quoi? Elle dit quoi? Elle dit, pourquoi vous êtes assise? Elle lui dit, mais docteur, ça fait 3 jours, non? Il dit, comment ça fait 3 jours? Mais vous m'avez opéré 15 jours. Moi, pour me réveiller, l'anesthésie fait 3 jours. Le médecin dit, mais tu viens de la salle d'op, ça fait même pas 2 heures du temps. Comment ça fait 3 jours? Ça fait pas 3 jours? Je viens de t'opérer, regarde, je n'ai même pas encore fini ma journée et tout ça. Je venais seulement voir si tout allait bien, si tu n'as pas fait un arrêt cardiaque, tu n'as pas fait l'AVC. La fille est dépassée. Elle dit, Kabibi, tu te rends compte qu'on m'a opéré le même jour, je me suis assise le même jour et mon opération, c'était une grande opération. Le médecin est très étonné. Non, tu ne peux pas être assise, je viens de t'opérer. Elle a dit, quand il m'a dit ça, moi-même j'ai eu peur. Il dit, je t'ai collé, je n'ai même pas cousu. Couche-toi. C'est comme ça qu'elle se couche. Elle a dit, Kabibi, j'ai fait 2 jours à l'hôpital, je suis sortie. On m'a opéré pour rien, on m'a ouvert le ventre pour rien. Je n'ai jamais même voulu comprendre. Je sais qu'il y a des attaques, je sais qu'il y a la sorcellerie. Ma mère est du Kenya, mon papa est Moulouba. Je ne sais pas ça vient d'où. Moi, je sais seulement que je suis un être humain, que je suis un enfant, je suis né, Dieu m'a donné la vie et je le connais. Elle a dit, Dieu fait des miracles, tu vois, là où les gens sont déjà condamnés, là où la condamnation est officielle, là où ici c'est comme ça, c'est une habitude, elle c'est comme ça. Dieu vient changer ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. La condamnation tombe. Elle a dit, imagine le médecin là est resté traumatisé. Jusqu'aujourd'hui, il se demande comment il avait fait pour ouvrir les ventres, voir des choses et puis il n'a jamais revu. Ce n'est pas lui qui a enlevé ça. Ce n'est pas lui. On lui a fait les examens, les radios, les scanners après l'opération. Elle n'a rien. Rien de rien. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu, témoigner la puissance de Dieu, témoigner les miracles divins, témoigner sa bonté, témoigner sa main forte qui nous fait pour nous racheter du péché de la mort, qui nous condamnait dans les maladies, dans la pauvreté, dans toutes sortes de condamnations. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Ça m'a fait plaisir de raconter ton histoire. Tu as une belle histoire. Vraiment, Dieu te connaît parce que tu es toujours passé là où c'était coincé, c'était fermé, là où c'était flou, là où tous les médecins ont dit qu'on allait te couper le pied. Dieu l'a restauré. Avec une opération, il l'a restauré. Et tu conduis, tu marches, tu portes les talons jusqu'aujourd'hui. En tout cas, Dieu t'a fait beaucoup de grâce. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous qui avez suivi la vidéo. N'hésitez pas de la liker, de la partager surtout autour de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez branchés. Peace and love chez vous. Bye. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur.